Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'Afrique se lance dans la bataille culturelle. Sur ce front, le continent de nos origines accumule les retards. Seulement 106 patrimoines africains classés à l'UNESCO contre 1154 dans le monde. Les Africains doivent donc définir une stratégie pour devenir une grande place culturelle mondiale. Pour en parler, je reçois Sali Alassane Thiam, président de l'ONG africaine Afrique Patrimoine. Bonjour Sali Alassane Thiam. Bonjour Lydie Ali. Alors, quelques mots rapides pour présenter votre ONG. Alors, notre ONG en combat, son combat, c'est la protection et la promotion du patrimoine africain. On a été créé lors de la décennie culturelle mondiale de 88-97 et on se bat aujourd'hui pour redonner à l'Afrique cet élan de culture et on est accrédité à l'ONU en tant que ONG de statut de catégorie générale. Alors il y a du boulot, j'ai donné les chiffres, Oui. Même pas 10% du patrimoine mondial est africain classé. Aujourd'hui, c'est ça le sujet, parce que nous, comment on pense les choses, c'est qu'aujourd'hui, c'est par le soft power qu'on peut essayer de changer les choses en proposant un sommet où on aura une coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension des peuples à l'intérieur de l'Afrique comme à l'extérieur de l'Afrique. C'est ce qui nous permettra d'atteindre ces objectifs tenables. Ce qui est fou, c'est que vous êtes à 10%, même pas, alors que 39% du patrimoine menacé se trouve en Afrique. Exactement. Donc aujourd'hui, si on regarde cet échiquier, vous venez tout de suite de le dire, moins de 9%. Malgré cette profusion de sites naturels qu'on a dans notre continent, l'Afrique ne pèse que cela. Et cela est imputé, je vais vous dire, c'est imputé aux critères de manque d'expérience des pays africains. Donc qu'est-ce qu'on nous dit c'est-à-dire que les pays africains, vous n'êtes pas assez outillés ou vous n'êtes pas assez rigoureux pour mettre en place des dossiers. Alors ce dossier, j'aimerais bien qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. De quoi s'agit-il lors en 1972 de la Convention du patrimoine, de la protection de convention, qu'est-ce qu'on dit ? L'ensemble des États partis, ils sont à peu près 196, qui ont ratifié cette convention de protection, ils ont aujourd'hui la latitude de proposer à l'UNESCO, d'identifier un site dans leur patrimoine et de le proposer. Ça, c'est la première chose. Donc, il s'agit de 2 critères. On va lever le voile là-dessus parce qu'on en parle depuis longtemps, rien n'est encore fait. Maintenant, ces 2 sujets, c'est quoi ? Il faut d'abord proposer à l'UNESCO un plan juridique de protection de ce patrimoine-là et de montrer l'unicité de ce patrimoine, pourquoi on doit le classer au niveau mondial. C'est important de quand même lever ce voile sur ce sujet-là. C'est pas compliqué. Et le deuxième sujet, c'est de prouver qu'on peut le protéger. Donc ça, aujourd'hui, dire que les pays africains ne peuvent pas le faire, je suis désolé, ce n'est qu'une infantilisation. Qui le dit ? C'est l'UNESCO qui le dit. C'est l'UNESCO qui dit que les pays africains ne sont pas capables de déposer des dossiers pour protéger leur patrimoine. Ils disent qu'on n'est pas assez rigoureux. Maintenant, moi, il y a une chose. L'UNESCO, aujourd'hui, qui est le bras intellectuel du système des Nations Unies, est à même de pouvoir réfléchir sur ce sujet très, très sérieusement. Parce que les pays africains, aujourd'hui, sont conscients de cela. Et raison pour laquelle j'appelle l'ensemble des chefs d'État africains et aussi cette société civile aujourd'hui qui a cette idée de mettre en place un forum du patrimoine africain où on va mettre en place un espace d'échange africain pour réfléchir très sérieusement sur ce sujet-là. Alors, pour être bien clair, ils disent que vous n'êtes pas rigoureux pour déposer le dossier ou protéger ensuite le patrimoine. Pour déposer le dossier, parce qu'avant de le protéger, il faut le déposer. Il faut prouver qu'on est capable de proposer un plan de protection juridique et montrer en quoi ce patrimoine, il est aujourd'hui, différent des autres pour qu'on puisse le classer. C'est ça le sujet aujourd'hui. Allez, à vue d'œil, là je vous dis, il y en a une centaine, mais ça pourrait monter à combien très rapidement ? Moi, mon objectif aujourd'hui, les sites, c'est-à-dire que les sites ne manquent pas en Afrique. Partout en Afrique, on a des sites qui sont naturels, qui sont uniques, c'est-à-dire qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc aujourd'hui, moi ce que je dis, c'est que mon objectif, c'est dans les 5 années à venir, que l'Afrique puisse atteindre un taux de 15% sur cette balance mondiale. C'est ça mon objectif. Et pour cela, il faut en parler. Pour cela, il faut mettre en place une capacité de réflexion rigoureuse entre États africains et aussi avec l'UNESCO. Est-ce qu'on a une idée au jour d'aujourd'hui du nombre de dossiers de patrimoine africain déposés officiellement à l'UNESCO ? Je n'ai pas le nombre exact pour être honnête avec vous. Par contre, il y a des dossiers qui, par exemple, sont restés 10 ans sans être classés. Je vous donne l'exemple du Palais Royal Mutara 3 du Rwanda. J'en ai discuté récemment avec l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal. C'est des dossiers qui ont resté très très longtemps à l'UNESCO sans pour autant être classés. C'est des sujets extrêmement importants. Et il y en a d'autres, il n'y a pas qu'au Rwanda. D'autres exemples, par exemple ? D'autres exemples, moi je pense qu'au site de l'héritage de Nelson Mandela, qui sont vraiment des sites qui illustrent des valeurs traditionnelles africaines dans la gouvernance participative et démocratique. C'est des sujets qui méritent d'être traités. Et tant qu'on ne se regroupe
tant qu'on ne va pas se regrouper pour en parler et d'essayer de réfléchir d'une manière assez rigoureuse et profonde et aussi avec des réflexions nouvelles. Alors expliquez-nous, qui ne se réunit pas? Les chefs d'État africains ou il y a un manque de dialogue entre l'Afrique et l'UNESCO? Où est-ce que le bas blesse? Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un sommet où on va se regrouper pour parler de culture. Et d'ailleurs, ce qui est recommandé par la Charte de la Renaissance culturelle africaine qui encourage les États à avoir une coopération internationale pour une meilleure compréhension des peuples. Moi, qu'est-ce que je dis? C'est que tant qu'on ne se regroupera pas pour en parler, on ne pourra pas avoir de solution, on ne pourra pas proposer quelque chose à l'UNESCO pour le faire. Qui n'est pas d'accord pour que vous vous regroupiez? Ou qui traîne la patte? Aujourd'hui, je vais très clairement, sans langue de bois, vous répondre. Moi, ce que j'attends, c'est-à-dire que cette charte de la Renaissance culturelle qui incite aux chefs d'État africains de se regrouper pour en parler, de passer, c'est-à-dire que de faire le pas. Donc ça commence par l'Afrique. Ça commence par l'Afrique d'abord. Et aujourd'hui, c'est la société civile qui porte ce projet et qui ne peut pas aujourd'hui impulser parce que c'est-à-dire que c'est des projets à grande échelle. Il faudrait que les chefs d'État, comme leur prennent le relais. Et c'est pas le cas, on est d'accord. Et soient les éclaireurs sur ce sujet-là. Et c'est pas le cas. Bon, aujourd'hui, je dis pas que c'est pas le cas parce que je n'ai eu aucune réponse négative des chefs d'État. Moi, mon travail, c'est de prendre mon bateau. Est-ce qu'il y a un chef d'État dont vous sentez qu'il est d'accord avec vous et qui pousse? Est-ce qu'il y en a un qui pousse plus que les autres? Non, mais il y en a qui sont plus réactifs que d'autres. On a saisi certains États africains sur lesquels on a sensibilisé les sujets et je pense que notamment l'Union africaine aussi doit être au devant de ce sujet parce que le thème aujourd'hui, c'est le patrimoine et la culture. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'à travers ce forum du patrimoine africain, on va pouvoir insuffler un élan culturel international à l'Afrique. Classer le patrimoine africain et récupérer les œuvres africaines qui sont dans d'autres musées, notamment dans l'Occident. C'est deux dossiers que vous menez. C'est deux dossiers qu'on mène. Pour moi, la priorité, c'est déjà le classement. Parce que ce classement-là, on va nous dire en Afrique qu'on a d'autres priorités d'infrastructure, de l'éducation, etc. Mais la culture est tout aussi importante. Je vais vous dire, plus un pays a de patrimoine classé à l'UNESCO, plus ce pays aura un impact sur son tourisme. Donc l'impact sur le tourisme implique aussi, c'est-à-dire qu'une économie plus forte, qui dit économie plus forte, dit aussi création d'emplois et diminution de taux de chômage. Et là, ce n'est pas le même discours qu'on vous livre en disant mais est-ce que vous êtes prêt à réaccueillir des œuvres que nous, on a dans nos musées, etc. Vous savez, sur ce sujet-là, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il suffit réellement d'une volonté politique pour régler ce problème. D'accord, mais vous avez les infrastructures en Afrique pour accueillir ces œuvres. Mais c'est des projets. Il y a déjà des musées. À Dakar, on a des musées, c'est-à-dire qui sont dignes des standards internationaux. On a aussi des projets de construire des musées. C'est-à-dire les musées, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un frein. Maintenant, tout est parti, moi, je pense que lors du discours d'Emmanuel Macron, du président Emmanuel Macron en 2017. Mais avant cela... Au Burkina Faso. Au Burkina Faso, à Ouagadougou. Avant cela, le directeur général Amadou Mokhtar Mbow de l'UNESCO, qui est un haut fonctionnaire sénégalais, avait fait un plaidoyer international en fait sur ce sujet-là, sur l'équilibre du patrimoine mondial entre le Nord et le Sud. Maintenant, comment cela a pris sens? C'est-à-dire qu'en 2017, le président Macron s'est prononcé sur ce sujet-là. Mon Dieu, comment ça marche? Aujourd'hui, en Allemagne, en septembre, ils ont signé une convention avec le Nigeria pour restituer l'année prochaine des centaines d'objets culturels. Et ce n'est pas n'importe quel objet. C'est des objets du bronze du Bénin, c'est-à-dire qui font partie des œuvres les plus réputées de l'art contemporain. Mais là, au dernier sommet Afrique-France, le président Macron s'est engagé à vous aider, à même être le porte-parole de votre dossier au niveau de Bruxelles, donc de l'Union européenne. Effectivement. Moi, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui marchent, il faut les dire. Le président Macron, c'est grâce à lui aujourd'hui si on parle de restitution, et son discours a fait écho en Europe. J'ai rencontré les autorités belges récemment, ils m'ont dit qu'ils avaient le projet de restituer au Congo. Là, la France l'a fait avec le Sénégal, avec le Bénin et prochainement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est important de dire que ces choses marchent. Et je veux dire, il faut être sur le chemin pour y arriver. Il y a une célèbre phrase, Césaire disait « un pas, un autre pas et encore un autre pas, tenir chaque pas gardé ». Pour moi, tant qu'on fait des pas, on avancera et on y arrivera. Et tant qu'on ne le fera pas, moi je crois à la bonne foi du président Macron, c'est-à-dire qu'en 2017, il a mis en place des actions. Aujourd'hui, quand il dit qu'il sera le porte-parole et le défenseur du Forum du patrimoine africain, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je crois. Je ne crie pas victoire, on attend de voir comment les choses vont se faire, mais je pense que là, on va insuffler de nouvelles dynamiques. Pourquoi c'est important, à vos yeux, que l'Afrique soit classée dans les patrimoines UNESCO et récupère ses œuvres d'art? Pour vous, pourquoi c'est important, vraiment? Vous savez, ce forum du patrimoine africain, avec ses deux objectifs qui sont de régler la problématique du classement, de la sous-représentation du patrimoine au niveau de l'UNESCO, et aussi cette question de restitution des objets qui doivent être plus prisonniers des musées européens, c'est-à-dire que c'est d'une importance capitale
pour l'histoire africaine, dans un premier temps, pour notre identité, mais aussi pour notre développement économique et social. Ah, voilà. J'ai essayé de mettre en place un fil conducteur pour expliquer quels sont les avantages que l'Afrique va y gagner, mais aussi pour la culture de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, on parle d'une jeunesse, c'est-à-dire qui représente 75% de la population africaine. Et on parle d'une population de 1,375 milliard. C'est-à-dire que là, très concrètement, dans les années à venir, le dernier rapport des Nations Unies a évoqué que la population africaine est celle qui augmente le plus rapidement. En 2050, on représentera la moitié de la population mondiale. Donc aujourd'hui, nous, ce que l'on propose dans le cadre du soft power, c'est de discuter et de trouver des idées pour avancer. Parce que demain, cette génération qui va venir, ils ne vont plus discuter, ils ne vont plus dialoguer. Et là, aujourd'hui, on appelle les partenaires financiers et techniques à venir nous rejoindre dans ce dialogue. Et à chaque année, parce que c'est extrêmement important ce qui va se passer lors de ce forum, c'est un forum itinérant qui va se passer chaque année dans un pays africain. Rien qu'en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, ça permettra à ces pays d'avoir, en fait, de recevoir ces États africains et de parler de culture. Donc c'est très, très important. Merci beaucoup, Sali Alassane Thiam, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Parce que l'économie, ça n'est pas que des chiffres et des courbes, ce sont aussi des chefs d'entreprise, des salariés, des entrepreneurs, des chercheurs, des décisions qui changent notre vie et impactent la société et la planète. Pour mieux comprendre l'actualité économique mondiale, ne manquez pas la Semaine de l'écho sur France 24 et sur france24.com. La Semaine de l'écho, à voir sur France 24 et sur france24.com.